tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour ceux qui sont présents et pour ceux qui vont nous écouter aussi en rediffusion. Donc, on vous remercie pour votre intérêt pour notre série de webinaires. Donc, aujourd'hui, c'est le dernier pour la saison automne. Donc, attendez la nouvelle programmation. Elle devrait être là d'ici 2 semaines. Donc, pour l'hiver et le printemps prochain. Donc, aujourd'hui, on va parler du mentorat inclusif. J'ai ma précieuse et ma chère invitée aujourd'hui, Jennifer Petrelas, experte en mentorat inclusif, en mentorat en général. Et elle est responsable du programme accélérateur Mentorat Québec. Donc, je vais te donner la chance de te présenter après Jennifer. Donc, aujourd'hui, on a changé un peu la formule, comment ça va fonctionner le webinaire. Donc, moi, je vais faire une courte introduction. Pourquoi on parle de l'intervention inclusif comme un levier de la responsabilité sociale d'entreprise. Et Jennifer, par la suite, elle va nous expliquer c'est quoi le mentorat inclusif, c'est quoi les bénéfices pour une organisation et pour les individus. Puis, on va finir au même temps durant la discussion. Donc, on aura à interagir ensemble. Donc, si vous avez aussi des questions sur des sujets, vous êtes les bienvenus tous. Donc, ceux qui vous êtes en rediffusion, vous allez nous écouter par la suite. N'hésitez pas aussi de nous écrire à notre email sur notre chat, sur nos réseaux sociaux, toutes les possibilités sont ouvertes. Si vous avez des questions, ça nous fera plaisir d'y répondre. Donc, je te laisserai la parole, Jennifer, à te présenter avant que j'avance après dans la présentation. Excellent. Ben, merci beaucoup, Sana, et merci beaucoup pour l'invitation. C'est une très belle série de webinaires. Et Mentorat Québec est très heureux d'être là aujourd'hui. Donc, Mentorat Québec, c'est une association québécoise qui est en œuvre depuis plus que 20 ans pour promouvoir la culture mentorale dans les entreprises, les associations et les milieux communautaires au Québec. Comment est-ce qu'on le fait? On le fait en propageant les meilleures pratiques, Sana. Donc, par exemple, tous les années, on a un événement qui s'appelle le Mois du mentorat, où on fait des webinaires, des formations, on a un forum en présentiel. Aussi, on produit des articles, on fait des webinaires, on fait des podcasts. Et on fait des projets spéciaux. Par exemple, on a un circuit pour les PME, comment implanter une culture mentorale au sein de son PME. On a un autre programme qui s'appelle l'accélérateur mentoral, tu en as fait mention, c'est pour le mentorat inclusif. Donc, comment faire en sorte d'éliminer les barrières systémiques que peuvent confronter les femmes ou les membres d'autres groupes marginalisés par le biais du mentorat. Voilà. Merci. Je sais pas si tu veux te présenter toi aussi. Donc, pour te connaître, tu es notre experte au mentorat. Donc, merci beaucoup. Donc, ça fait plusieurs années que je creuse les sujets que je viens de nommer, particulièrement le mentorat inclusif, parce que ce qu'on a vu traditionnellement dans le mentorat, c'est une forme d'accompagnement qui est très, très appréciée par les individus. Si on se restreint au monde du travail, par exemple, ça aide les personnes à progresser plus vite. Donc, au lieu de chercher les solutions par elles-mêmes, ces personnes-là peuvent s'appuyer sur quelqu'un de plus, ayant plus d'expérience ou bien sur une paire ou une paire proche qui est passée récemment par eux. Par contre, ce qui est d'intéressant avec le mentorat inclusif, c'est qu'on reconnaît que certaines personnes ont des barrières systémiques qui n'ont pas lieu avec leurs propres compétences, mais plutôt avec le milieu plus large. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser le mentorat comme forme d'accompagnement, non pas pour accompagner seulement une personne, mais aussi pour modifier l'environnement en tout? Cette question-là, Sana, qui me préoccupe depuis plusieurs années et qui m'a permis de travailler autant avec des chambres de commerce au Canada que les organisations communautaires, que les entreprises dans le secteur des tech, dans le secteur des finances, dans d'autres secteurs aussi, pour monter des formations, pour monter aussi un curriculum pour accompagner les entreprises de A à Z à travers toutes les étapes de conceptualiser et implanter un programme de mentorat inclusif. Voici ce qui me passionne dans la vie. Ah, très bien. Tu as fait une belle introduction pour notre sujet aujourd'hui. C'est de ça qu'on parle.
comment le mentorat, il peut être un levier de la responsabilité sociale. Donc, on parle du mentorat inclusif. On a vu dans les anciens webinaires, les précédents, ce que c'était, comme tu as dit, c'est une suite, c'est une série de suites, puis à chaque fois, on découvre une partie de sujets liés à l'inclusion ou à la responsabilité sociale. Puis ce qu'on a vu avant, c'est que comment c'était un genre d'entonnoir, comment on sort de la responsabilité sociale jusqu'à meilleures pratiques managériales, puis les meilleures conditions au travail. Puis c'est là où on arrive exactement. Donc, dans la responsabilité sociale, il y a le côté conditions de travail qui fait une grande partie, les meilleures conditions de travail, le bien-être des employés, leur développement professionnel, leur développement personnel et tout. Puis le mentorat, c'est un moyen, c'est un outil de renforcer ces pratiques puis c'est là où on amène. Pourquoi on amène le mentorat? C'est nouveau, surtout pour nos spectateurs, on va dire, nos auditoires, notre auditoire au Maghreb, en Tunisie spécialement. Donc, on veut leur amener comment on peut utiliser le mentorat inclusif en entreprise. Je sais que, dans ce que tu vas nous expliquer après, la différence entre un conseil, du coaching et le mentorat. Donc, pour voir, ça va les démontrer pourquoi on parle de mentorat plus que du coaching dans certaines situations. Et ça, c'est l'avantage de nos discussions aujourd'hui. Donc, Mm. sans tarder, je vais juste passer à travers, je vais prendre pas beaucoup de temps pour la présentation. Je vais partager deux diapos seulement, puis je te laisserai après la suite. Donc, pourquoi on parle? Donc, je vais parler plus des avantages. Donc, c'est quoi le lien entre le mentorat inclusif puis la RSE? Donc, comment le mentorat inclusif, il va avancer les objectifs de la responsabilité sociale. Donc, comment on aligne le mentorat inclusif avec la RSE en entreprise? Puis, je vais me lier à juste trois points, trois éléments, mais il y en a beaucoup. Juste pour le fin de webinaire aujourd'hui, je vais m'attarder sur trois points. Donc, comme tu as dit tout à l'heure, c'est l'importance de la diversité et de l'inclusion en entreprise. C'est pour ça qu'on parle du mentorat inclusif. On en a parlé souvent, puis on répète que l'inclusion et la bonne gestion de la diversité en entreprise, c'est le futur du management, c'est le futur de la bonne gestion des talents, puis c'est là où on est actuellement en 2024, 2025, il faut qu'on aura encore plus. Donc, la diversité et l'inclusion sont essentielles, comme je dis, pour la RSE. Ils vont renforcer l'équité entre nos employés, ils vont renforcer l'équité envers nos clients, nos fournisseurs, toutes nos parties prenantes. Ça va donner une bonne représentation aussi de notre entreprise dans la communauté, comme tu as parlé tout à l'heure. Donc, il faut que nos employés, notre entreprise représentent aussi la communauté où elle est implantée. Donc, les programmes de mentorat, ils peuvent aussi soutenir les initiatives RSE, même si ce n'est pas dans le côté social comme on parle actuellement, donc au niveau conditions de travail et développement de compétences, mais il peut aussi aider à renforcer les comportements durables en entreprise, peut aider à renforcer les initiatives prises même au niveau de la gouvernance, au niveau environnemental, donc ça, c'est un levier aussi de développement organisationnel que les entreprises doivent l'utiliser dans des situations pour renforcer leur initiative et leur pratique RSE. Puis quand je dis le côté EDI est toujours inclus dans celui-là. Donc, le mentorat, puis ça, je sais que tu vas en parler un peu plus aussi, le mentorat inclusif, c'est primordial pour réduire les inégalités aussi en entreprise, puis dans la société, dans notre communauté. Ça donne la chance à tout le monde de se développer, il donne la chance à tout le monde aussi de se val ça donne à tout le monde la valeur en entreprise et en société, puis ça rend l'environnement de travail plus inclusif et plus solidaire parce qu'il y a aussi la notion mentorat, la notion de collaboration, la notion de partage de connaissances et partage des compétences. Donc, c'est là où ça peut aider à un renforcement
des objectifs de la RSE. Donc, je passe par quelques petites pratiques qu'on peut suggérer, meilleures pratiques pour le mentorat inclusif dans un contexte de RSE. C'est dans un contexte de RSE, ça va encourager. Donc, on peut utiliser le mentorat pour encourager la participation volontaire des personnes, des employés, des parties prenantes, des collaborateurs pour créer un environnement éthique, un environnement authentique aussi, où les participants, ils peuvent choisir s'impliquer. Donc, il va les encourager, il va encourager leur participation et leur engagement aussi. Et on va en parler longtemps des avantages, la motivation, la mobilisation. Donc c'est beaucoup au niveau de l'engagement, le sentiment d'appartenance. On peut aller beaucoup plus loin avec celui-là. Donc, l'autre meilleure pratique aussi, c'est de l'utiliser le mentorat pour offrir, donc pour réussir, on va dire, le mentorat inclusif en entreprise. On peut, puis on doit, entre guillemets, offrir des formations continues aux mentors en entreprise. Donc, les aider à développer de plus en plus la formation pour développer leurs compétences et rester informés aussi de meilleures pratiques au niveau de mentorat qui existent dans le monde. L'autre meilleure pratique aussi pour renforcer, c'est de créer des réseaux de soutien. Donc, comme ce qu'on appelle ici parfois comité de pratique, c'est le mot qu'on utilise plus en milieu organisationnel, professionnel au Québec. Donc, créer des communautés de pratique où ils peuvent échanger entre eux. Puis, je sais qu'on a aussi des plateformes que ça peut être, on peut utiliser entre mentors et mentorés aussi, pas juste entre les mentors. Donc, faire une évaluation régulière aussi de nos pratiques. Donc, ça, c'est une autre bonne pratique. Mais ça, comme je dis, aligner toujours ce qu'on est en train de mesurer et évaluer avec nos objectifs de responsabilité sociale, les objectifs pourquoi on a mis en place le mentorat inclusif en entreprise. Donc, je finis avec ce point-là, c'est que c'est très important d'avoir un milieu inclusif, très important pour on va voir les avantages avec toi. Je veux pas couper un petit peu, mais pour dire que, en général, c'est un levier de renforcement de nos relations avec toutes nos parties prenantes jusqu'à l'attraction des investisseurs. Donc ça, vous allez voir après avec Jennifer. Donc, je répète ce point-là juste pour qu'on soit conscient de l'importance de la RSE en entreprise, l'importance de l'inclusion en entreprise. Puis voici, on a un outil très demandé, mais très aussi développeur de nos compétences. C'est un outil qui va renforcer la collaboration aussi. Puis on a parlé certainement de l'intelligence collective. C'est un outil qui va aider à renforcer l'intelligence collective en entreprise. Donc, je voulais faire cette petite introduction. Ça va te permettre de vraiment aller vers l'avant avec ta présentation. Puis, voilà. Donc, je te laisse la parole pour toi, puis tu peux enchaîner, tu peux partager de ton côté. Excellent. Oui, donc merci beaucoup pour ce survol. Je pense qu'il y a de la riche matière. Donc, je vais peut-être partager mon écran un instant. Voilà. Donc, si on veut continuer dans la lignée que tu nous as proposée, Sana, donc on peut organiser la discussion en 4 parties. Donc, qu'est-ce que c'est en fait le mentorat? Tu as fait référence tantôt à la distinction entre le coaching et tout ça, donc regardons ça. Ensuite, quelles sont les nuances particulières en ce qui concerne le mentorat inclusif? Et ensuite, quels sont les bénéfices pour les individus et les organisations? Tu en as touché un petit peu, creusons un peu davantage. Donc, je vais vous commencer en vous lisant une définition du mentorat. Donc, le mentorat est une relation interpersonnelle entre des individus qui n'ont pas de lien hiérarchique ni fonctionnel dans laquelle la personne la plus expérimentée, donc la personne mentor, s'engage à partager son expérience afin de favoriser le développement d'une personne moins expérimentée, la personne mentorée,
qui aspire à acquérir certaines compétences et à atteindre certains objectifs. OK? Donc, il y a quelques mots en gras Oui, dans cette définition. Et la raison pour laquelle c'est une façon de décortiquer cette définition-là. Donc, commençons par le mot interpersonnel. Donc, le mentorat est une relation interpersonnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire qu'on tient compte de l'autre personne. Donc, Sana, je ne suis pas ton mentor si je viens avec un cursus comme un professeur anonyme dans une classe anonyme et je t'enseigne le contenu de mon cursus. Je suis un mentor si je travaille avec toi pour voir quels sont tes objectifs d'apprentissage et alors là, je t'aide à apprendre là où tu veux apprendre. oui, Euh, il faut par contre que pour que ce soit un véritable lien de mentoral, que les individus en question n'ont pas de lien hiérarchique ni fonctionnel entre elles. OK? Donc, si je suis mentorée par mon superviseur, ça va être un peu difficile pour mon superviseur d'être aussi mon mentor parce que le, la responsabilité primaire de quelqu'un qui travaille dans une entreprise, c'est envers l'entreprise. C'est envers le développement de l'entreprise. Bien sûr, on développe l'entreprise en développant les membres de l'équipe. Mais si jamais il y avait un conflit d'intérêts entre les intérêts de l'entreprise et les intérêts de la personne mentorée, moi, en tant que mon rôle de superviseur, mon rôle est de prioriser les intérêts de l'entreprise. Je mhm, vous donne un cas d'exemple. Exemple, si moi j'ai un employé vedette qui est extrêmement bon, exemple, dans le marketing, puis cette personne-là commence à s'ennuyer un petit peu dans le marketing, puis veut aller dans la comptabilité. Moi, j'ai pas besoin, l'entreprise n'a pas besoin de comptable et on a encore moins besoin de quelqu'un qui veut se former en comptabilité. Donc, moi, en tant que superviseur, ma responsabilité, ce serait d'essayer d'encourager cette personne à continuer à déployer son expertise en marketing. Mais si je porte le chapeau de mentor, tu sais, peut-être que c'est mieux, en effet, d'encourager cette personne au moins de regarder quels sont les pour et les contre, de développer ses compétences en comptabilité. OK? mhm, Donc, on comprend bien que c'est un cas de figure. Les comptabilités et le marketing sont assez éloignés. Mais c'est pour vous montrer que le rôle du mentor, vraiment, c'est de prendre les intérêts de la personne mentorée en premier. oui, Ensuite, euh, il s'agit d'une relation entre quelqu'un de plus expérimenté qui s'engage dans la relation. Encore là, c'est une nuance importante parce que le mentorat, tu sais, c'est pas une réunion sur un café, je vous donne mon conseil en tant que mentor, puis bonne chance avec votre vie. Donc, on peut avoir très bien ce genre de session qui peut être très, très utile. Mais a priori, la relation mentorale, c'est une mhm, relation qui se bâtit dans le temps. Pourquoi? Parce que si on se rencontre, si on développe une relation, ben, à un moment donné, le mentor va pouvoir réfléchir sur le parcours de la personne mentorée et ça va lui donner une couche, une richesse supplémentaire de conseils. Par exemple, un problème ponctuel. Je peux dire, ah, exemple, si ma mentorée vient me voir et me dit, oh, j'ai un problème avec une telle personnalité dans mon équipe, si je la rencontre juste pour une fois, je vais lui donner un certain conseil. Si je suis avec cette personne pour 6 mois, je vais peut-être voir qu'il y a une historique de difficultés avec un certain type de personnalité dans l'équipe. Alors là, je peux lui mettre la question sur la table qui peut amener à une autre réflexion. Donc, d'où l'importance de s'engager dans le temps. exact. L'autre élément, bien sûr, dans une relation mentorale, c'est l'expérience. Donc, la personne qui prend le rôle de mentor, il le prend parce qu'ils ont de l'expérience à partager. Pas besoin d'être l'expérience exacte. Donc, exemple, si je suis gestionnaire en, je sais pas moi, en technologie numérique, c'est pas nécessaire parfois, si la personne en face de moi veut être gestionnaire dans un autre domaine, ça se peut qu'il y ait l'aspect gestion qui est assez similaire en expérience que je puisse imparter mon expérience en tant que mentor. Mhm, Donc, pas besoin de calquer exactement. Mais le critère numéro un de la personne mentor, c'est qu'ils ont une certaine expérience. oui, Et puis, pour finir, euh, afin de favoriser le développement d'une personne moins expérimentée qui aspire à acquérir certaines compétences et atteindre certains objectifs. Donc, la relation mentorale, c'est pas une relation d'amitié
Vous êtes bien gentil, racontez-moi votre histoire, monsieur, madame mentor. C'est parce que moi, en tant que mentoré, j'ai des objectifs, j'ai des compétences à développer ou des objectifs à atteindre. Donc, on a un projet à travailler ensemble. Mhm. Pas un projet rémunéré, c'est pas un projet à livrer d'ici 2 mois et demi. C'est un projet de développement de la personne mentorée. Parce que dès lors, on sait, on vise un objectif et on Ouais. sait plus ou moins quand on l'aura atteint. Est-ce que tu serais d'accord avec cette description, Sana? Bien sûr, très, 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 très d'accord, parce que la relation mentorale, c'est une relation que tu as dit plus humaine, interpersonnelle. C'est qu'il faut avoir aussi la volonté et l'engagement à le faire. Donc, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, dans mon introduction, c'est un facteur d'encouragement à la participation. Parce que effectivement, si on le fait, parce qu'on le fait volontairement, puis c'est ça qui va nous aider à développer faire le partage de connaissances. C'est l'engagement que tu en as parlé. Puis le but, pourquoi on l'utilise, c'est pour développer une compétence, mais il faut aussi que le mentorat, il y aura un objectif, donc, pas juste créer un mentorat pour le mentorat, il y a un objectif derrière que l'organisation veut atteindre. Puis le mentorat, c'est l'outil. Donc, je suis tout à fait d'accord avec la définition. Hmm, bien, excellent. On va passer un moment sur la différence entre le mentorat et d'autres types d'accompagnement, parce qu'effectivement, Sana, comme tu l'as mentionné tantôt, on confond parfois, surtout avec le coaching, mais Ouais. parfois avec autres éléments. Donc voilà. Donc, si on pense au type d'accompagnement les plus courants, on peut penser premièrement au consulting, au tutorat. OK? Donc, dans un aspect académique, on peut penser au tutorat, mais dans un Mhm. consulting. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on engage un consultant? On engage quelqu'un qui a un paquet de compétences. On ne veut pas s'approprier ces compétences. On peut apprendre de la personne consultante, mais on a un besoin ponctuel d'une compétence X. Le consultant vient, livre les compétences et repart. La nation, les consultations peuvent comporter une notion de formation du personnel permanent pour puisse continuer le projet, mais essentiellement, le consultant, il vient pour euh, contribuer son expertise et pour repartir. C'est autre Mhm. chose que le mentorat. Le mentorat, ça vise, le premier objectif, c'est viser à développer la personne. Deuxième type d'accompagnement, le coaching. Le coaching est très semblable au mentorat dans le sens où on vise à développer la personne. Par contre, la différence, c'est qu'un coach n'a pas besoin d'expérience dans le domaine où la personne mentorée veut veut développer. Donc, le coach, il a une formation, souvent accréditée, dans une pédagogie d'apprentissage. Donc, qui va se reposer beaucoup sur des questions pour amener la personne coachée à se développer dans un champ dans lequel le coach pourrait avoir pas la moindre expérience. Ça. Voilà. Alors que le mentor, il n'a pas cette pédagogie, ce n'est pas un professionnel. Il n'a pas suivi des cours comment imparter son expérience par une certaine méthodologie pédagogique. Mais cette personne-là a une expérience à partager. Il puise sur son expérience pour dire, euh, écoutez, voici ce que j'ai vécu. Est-ce que ça pourrait être applicable à votre situation? Exactement. Là, c'est une distinction importante parce que parfois les mentors se demandent s'ils ont s'ils sont qualifiés à être mentors parce qu'ils n'ont pas de formation en tant que Mm. mentor officiel, ils n'ont pas d'accréditation, tout ça. Si Ouais, vous ouais, avez une expérience à partager et si vous avez les bases de comment fonctionne une relation mentorale et vous avez bien sûr la, 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 la volonté, donc tu as parlé tantôt, Sana, de fait que ça soit volontaire et pas ouais. imposé. Donc là, tu as les éléments nécessaires pour mentorer quelqu'un. Très bien. Finalement, on passe au parrainage sponsorship. Donc, le parrainage ou le sponsorship, c'est un champion. Donc, exemple, si j'étais parraine ou marraine ou sponsor de quelqu'un, je pourrais parler en bien de cette personne
Je pourrais recommander cette personne pour des projets porteurs, mais je ne vais pas forcément m'asseoir avec cette personne-là, comprendre ses objectifs, l'aider à développer ses compétences. C'est pas ça le rôle de parrain, sponsor champion. Ça n'empêche pas à un mentor de parler en bien de sa mentorée, mais c'est un autre rôle, si on veut. Oui. C'est comme avoir un allié, là, un allié en entreprise. Oui. C'est ça, exactement, un allié. Absolument. Et puis là, on vient à la différence avec le mentorat. Là, je pense que l'image le montre assez bien. Euh, on nourrit quelqu'un, on lui donne ce qu'il faut en termes d'encouragement, de réflexion, de matière brute, on voit là l'eau, qui aide cette personne-là à s'élever et à se développer. Oui. OK? Si on creuse un petit peu plus sur le côté inclusif, on va définir le mentorat inclusif. Donc, quelques éléments à amener. Donc, qu'est-ce que c'est que l'inclusion pour commencer? L'inclusion se rapporte à la création d'un environnement où tous les gens sont respectés et ont accès à des possibilités équitables. Le mentorat inclusif demande qu'on soit ouvert à la possibilité qu'un tel environnement ne soit pas accessible à tous et à toutes et demande de se montrer sensible aux obstacles, qu'ils soient physiques ou procéduraux, visibles ou invisibles, intentionnels ou non intentionnels, qui peuvent nuire à la participation et à la contribution des personnes. Donc, qu'est-ce que j'entends par obstacles physiques ou procéduraux? Euh, Physique, c'est assez clair. Si exemple, par exemple, on a vu ça dans les films sur les femmes qui ont travaillé sur les premiers ordinateurs dans les années 50 aux États-Unis. C'était pour NASA, puis il y avait que des toilettes pour les hommes, donc les femmes devaient marcher 20 minutes pour aller aux toilettes. Bien, c'est clair que si tu marches 40 minutes 3 fois par jour pour utiliser les toilettes, tu as 1 heure et demie, 2 heures où tu ne peux pas travailler. Et après, les collègues se disent, ben, pourquoi elle n'est jamais là? Donc, c'est un obstacle physique donc, ça fait 50 ans de là. Là, maintenant, on a des toilettes à tous les étages. Ouais. Il demeure quand même, par exemple, pour des personnes en situation de handicap, que des obstacles physiques sont toujours bien présents. Oui. Oui. Parfois, ces obstacles peuvent être invisibles. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Parfois, ces obstacles sont intentionnels et très souvent, ils ne sont pas intentionnels. Par exemple, on peut exiger que le personnel commence, exemple, à 8 heures du matin au travail. Pour les personnes qui n'ont pas d'enfants, euh, c'est parfaitement raisonnable. Pour des personnes qui ont des enfants, ça veut dire qu'ils doivent se lever, par exemple, 1 heure plus tôt que s'ils devaient commencer à 9 heures parce que toute la machination, école, gardienne, n'importe quoi, ça leur implique ça. Alors, c'est pas intentionnel de dire on pense qu'on est en train d'être équitable en disant que tout le monde doit commencer à 8h30, Ouais. mais malgré nos bonnes intentions, on est en train d'imposer 1 heure de plus aux personnes avec des enfants. Ouais. Donc, j'en viens au dernier paragraphe. La sensibilité aux obstacles n'est pas innée. Il faut y travailler. La construire demande une ouverture à différentes opinions et perspectives, une compréhension même des autres cultures, expériences et communautés, et un effort conscient pour accueillir et respecter des différences, même quand celles-ci peuvent incommoder. Donc, je prends l'exemple des Philippines. J'ai vécu aux Philippines 2 ans. Ici au Canada, souvent, surtout aux États-Unis, chez nos voisins vers le sud, si on pose une question, on s'attend à une réponse claire. Pour nous, aux États-Unis, au Canada, c'est pas très difficile de dire non. Ouais. Ah, Sana, est-ce que tu peux travailler plus tard le vendredi? Non, Jennifer, je regrette, j'ai un engagement. Aux Philippines, dire non est très mal élevé. On ne dit pas non. C'est un manque de respect. Donc, on veut dire, hmm, ou on veut dire, ah ah, ah ah. Alors, tu sais, si je pratique du mentorat inclusif avec la personne en face de moi, je suis ouverte à ce genre de différence.
Je ne me fâche pas parce qu'on ne me donne pas une réponse claire, oui ou non. Je respecte le fait qu'il y a une autre culture. Chez eux, ça ne se dit pas non. Peut-être que je peux accommoder. Peut-être que je peux leur dire aussi, je comprends, vous ne me donnez pas une réponse claire ici. On a cette tendance, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Mais je ne juge pas Mm. et je ne prends pas pour acquis que la façon que auquel moi je suis habituée est la seule et unique façon de faire. Oui. Est-ce que tu as des commentaires sur ces aspects de mentorat inclusif, Sana? Euh, pas des commentaires, mais plus peut-être enchérir à ce que tu as dit. Euh, Tu as parlé tout à l'heure du cas de personnes handicapées, l'obstacle physique, puis c'est là. Pourquoi le mot inclusif? C'est l'EDI, donc je fais le rapport encore avec l'EDI, équité, diversité, inclusion. Là, on parle beaucoup dans les principes EDI de l'accessibilité, donc c'est exactement ce que tu as dit. Donc, on permet à toutes les personnes qui ont des limitations physiques d'avoir accès à tout, comme tout le monde. Comme c'est ça qu'on appelle accès équitable, c'est de leur permettre d'avoir les mêmes accès puis faire les efforts. Tu as dit tout à l'heure, faire les efforts pour y arriver. Puis ça, c'est le principe d'accessibilité. Tu as donné des bons exemples. Tu as parlé tout à l'heure parce que parfois, on prend pour acquis. Puis d'ailleurs, moi, c'est, cette semaine, j'étais observatrice de plusieurs cas comme ça, de ce que tu parlais que c'était la différence culturelle, la différence de la personnalité, puis puis les personnes en face n'étaient pas ouvertes, ou les personnes, c'était pas juste une personne, et étaient pas ouvertes à accepter cette différence-là. Le temps à certains moments a levé, la tension était là dans les réponses, puis il y avait comme des donneurs de leçons à la fin. C'est pas de cette façon-là que tu dois aborder cette façon-là, c'est de ça, mais on peut pas. Donc c'est devenu comme la personne s'était ouverte à la diversité, à la différence de la personne en face, comme tu as dit, à sa culture. Elle devrait savoir que c'est pas donc c'est pas exprès qu'elle fait. C'est, c'est sa culture, c'est sa façon de parler, c'est sa personnalité, elle est comme ça. Donc, il faut l'accepter telle qu'elle, il faut pas prendre ça personnel. Puis ça arrive quand comme tu as dit, dans les situations entre mentor et mentoré. Parfois, le mentoré, il va nous répondre d'une façon que peut-être on n'est pas habitué, mais parce que c'est sa culture, c'est sa personnalité, c'est sa façon. Peut-être c'est la langue aussi, peut-être un obstacle, la façon comment il l'a dit. Donc, ça, on parle d'inclusif, c'est d'être ouvert, puis c'est d'être accueillant, puis bienveillant envers la personne qui est en face de nous, puis c'est de l'accepter telle qu'elle. Puis tu as très bien défini ça, tu as donné des belles exemples. Et ça, j'ai voulu juste enrichir pour mettre encore l'emphase. Pourquoi on dit mentorat inclusif? C'est pas pour rien qu'on ajoute le mot inclusif. C'est pas parce que la tendance qu'il faut l'ajouter, pas du tout. C'est important pour réussir les objectifs que tu as parlé au début d'un programme ou un accompagnement mentorat. Il faut atteindre, euh, les points qu'on a, les éléments qu'on a parlé qu'on peut pas le faire si on n'a pas un bon milieu, puis une bonne relation, on revient à l'international, puis une bonne atmosphère de Oui, collaboration. oui, absolument. La maturité, il y en a beaucoup pour beaucoup, hein. Voilà. On va le voir, on va le voir à l'instant. Exactement. Donc, Euh, ce que tu viens de dire, soulève un petit peu les bénéfices pour les individus et je tiens à faire de la pouce sur ce que tu viens de dire parce qu'en fait, secret, on pense toujours que le mentorat est bénéfique pour les mentorés, mais on ignore un petit peu les bénéfices pour les mentorés. Puis tu as évoqué la notion d'ouverture. Pourquoi ça me bénéficie, moi, en tant que mentor, d'être ouvert à l'autre personne? On va le voir. Donc, on va commencer par les motivations des mentorés. Classiquement, là, acquérir, développer des compétences, pouvoir poser ces questions au bon moment, se faire la main à moindre risque, progresser plus vite dans sa carrière, apprendre sur différents rôles avant de postuler, apprendre à négocier, à travailler en équipe, réfléchir ses décisions,
surmonter sa timidité, son perfectionnisme et aussi s'approprier la culture du milieu de l'entreprise. Classique. Mhm. Si on regarde un petit peu les bénéfices inattendus, donc je viens avec ces attentes-là, est-ce que il y a d'autres bénéfices que je réalise en tant que mentoré? En fait, quand on se fait mentorer d'une bonne façon, on se découvre des compétences inattendues. Oh, Oui, c'est vrai que je suis bonne dans ça. Hmm? Mon estime de moi il s'améliore. J'ai plus de confiance parce que j'ai plus d'estime. J'ai plus de joie, de créativité parce que quand on est en confiance, on est créatif, on se permet d'innover, on se permet d'exprimer ses idées, se permet d'essayer des choses. Et puis, on a un meilleur sentiment d'être à sa place. En anglais, ça s'appelle belonging, se Mhm. sentir à sa place. Et puis, les études sont extrêmement claires là-dessus. Si une entreprise réussit à instaurer un climat où les personnes se sentent à leur place, ils sont plus productifs, ils sont, ils sont à l'heure, ils sont moins malades, ils sont moins absents, ils sont plus à même de collaborer avec les autres, d'aider les autres et non pas faire la chasse gardée. Tout ça peut se développer par le mentorat. Oui, Quels sont les enjeux supplémentaires pour quelqu'un qui est en situation minoritaire, par exemple, qui peuvent être palliés par le mentorat inclusif? Donc, c'est important ici parce qu'on voit toute la valeur ajoutée du mentorat inclusif. Donc, les personnes qui sont en situation minoritaire ou marginalisée, ils éprouvent souvent un sentiment d'isolement. OK? Ils sont peut-être les seules personnes membres d'un certain groupe démographique. Je suis la seule personne noire dans toute mon équipe. Ça peut être isolant. Ça peut être un isolement comme qu'on sent ou un isolement réel, physique. On oui, est exclu. Ça arrive. On peut être exclu des réseaux spontanés ou informels, intentionnellement ou non. Par exemple, on entend souvent dans le cas des femmes, les hommes vont sortir au match d'hockey, ici au Canada, c'est le hockey, au match d'hockey ensemble, ils ne pensent pas inviter la femme, mais ils parlent business là-bas, alors elle est exclue. C'est pas intentionnel, c'est comme ça. Il y a une absence ou une moindre qualité de relation de sponsorship ou de mentorat. Il y a des préjugés involontaires, des biais inconscients de la part des collègues. Il peut y avoir du oui, biculturalisme. Donc, on s'attend à ce que moi, en tant que femme, par exemple, je parle le langage des hommes du monde hockey, mais je parle aussi le langage, tu sais, je me comporte aussi selon les, les idées que comment doit se comporter une femme. Et puis parfois, on a même l'impôt culturel. Donc, on dit, ben toi, tu es une femme, fais-nous la politique pour les femmes, pour l'entreprise. Ben, moi, je suis une femme comptable. Comment tu veux que je fasse le... Mais, comme je suis oui. une femme, je suis censée le Ouais, faire. Tout ça, quand on a un mentorat inclusif, on a déjà la personne mentorée qui est en situation minoritaire, elle a un allié dans son mentor. Parce que le mentor essaye de garder l'esprit ouvert à ça, le mentor s'informe, et puis le mentor peut être aussi son allié auprès de l'environnement plus large. ouais, Ensuite, quels sont les bénéfices et les motivations des mentors? Donc, motivation typique de mentor, c'est appuyer la relève. Je veux partager mes connaissances. Je veux appuyer la relève. Je veux soulager le stress de l'autre. J'ai déjà été dans tes bottines, c'est difficile. Laisse-moi t'aider. Donner au prochain. Je me suis fait mentorer, je me suis fait aider, je veux faire pareil. Parfois, c'est pour son propre apprentissage. Je veux apprendre à former quelqu'un qui n'est pas sous ma supervision directe, donc je vais le faire par le mentorat. Le mentorat, c'est pas une supervision directe, c'est l'influence, c'est l'encouragement, c'est un autre type de leadership. Il y en a qui mhm. veulent apprendre de ces mentorés. Donc, qu'est-ce que c'est la nouvelle génération? Comment elle voit les choses? Je vais mentorer quelqu'un, je vais l'apprendre. Et après, il y Ouais, a des personnes qui adorent voir les autres grandir. Donc, ils vont se lever la main encore et encore. Donc, mentorat classique. Maintenant, pour faire du mentorat inclusif, il y en a qui le font parce qu'ils sont conscients que les personnes en situation minoritaire font face à des obstacles et puis ils veulent rendre le milieu plus équitable. Ils veulent épargner aux autres certains obstacles, ils veulent découvrir leurs angles morts, on en a tous. Ils, mhm. ils veulent élargir leur champ de manœuvre. Donc, comment est-ce que je compose, moi, avec des personnes d'une certaine démographie? Je ne la connais pas. Mentor-les et je vais apprendre. Grandir son leadership, hein, parce que ce n'est pas une situation de hiérarchie.
ouvrir Oui, les horizons à d'autres réalités. Hmm? Si moi je mentor, si moi je suis pas LGBTQ+, et je mentor quelqu'un de LGBTQ+, je vais ouvrir mes horizons à d'autres mondes, hein. Et oui, ensuite, finalement, rendre l'organisation plus inclusive, plus collégiale pour tout le monde. Ensuite, parmi tout ça, quels sont les bénéfices inattendus pour les mentors? Donc, ça va valoriser ces expériences humaines, pas juste techniques. Donc là, dans mon statut de mentor, je ne suis pas là pour apprendre les aspects techniques de mon rôle. C'est vraiment pour développer quelqu'un d'autre. C'est pour valoriser mes expériences humaines que j'ai eues. Mais ça veut me valoriser au-delà de mon rôle formel. Encore une fois, ça va développer du leadership, ça va développer mes capacités d'adaptation. On en a parlé tantôt en termes de culture, d'adapter à de cultures différentes. Ça va développer mes capacités en communication. Je ne peux pas me fâcher là, je dois communiquer. Ça va me donner une nouvelle appréciation de son parcours et de mon influence. On le voit encore et encore chez les mentors. Ils sortent de la relation en disant, j'avais pas compris à quel point mon parcours est riche, j'ai de quoi partager. mhm, Je vais découvrir l'univers de la personne mentorée. Je vais avoir le sentiment d'avoir un but noble, d'avoir contribué au changement et je vais m'en ressortir énergisée. L'énergisation, ça revient encore et encore. Les mentors le nomment encore et encore. Ça m'a donné un nouveau souffle à mon rôle. Je me sens énergisée au travail. Ça commençait à tourner en rond. Maintenant, je vois une autre optique. oui, très bien. Est-ce qu'on passe tout de suite aux bénéfices pour les organisations, Sana? Oui, 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 tu as très bien défini ça, tu as très bien expliqué. Excellent. Donc, le mentorat, c'est un investissement pour une organisation. Pourquoi? Pourquoi prendre la peine? Donc, je vais vous lire les résultats. Ça valorise la compétence des employés mentors. Hmm? Ça leur donne un sentiment d'accomplissement, de but. Ça facilite le transfert des connaissances. Donc, tu sais, quelqu'un qui est senior, qui ne partage pas ses compétences, c'est pas de très grande rentabilité pour l'entreprise. Ça retient les nouveaux employés. OK? Donc, il y a des nouveaux employés qui demandent est-ce qu'on développe leurs compétences, bien, ça leur donne de quoi mettre sous la dent. Ensuite, ça les retient aussi parce ils partent pas frustrés parce que personne leur a appris comment réussir. Ça, on le voit Mhm, souvent. À Montréal, on le voit souvent. Ça rend les nouveaux employés plus rapidement performants. Donc, ça, c'est clair. Quelqu'un pour répondre à leurs questions, c'est de base. Ça démocratise le mentorat parce que souvent, le mentorat peut avoir lieu de façon informelle, mais souvent, c'est entre des personnes qui se ressemblent. Par exemple, les hommes ont souvent tendance à mentorer instinctivement d'autres hommes, informellement, parce qu'ils se reconnaissent dans cette personne. Alors qu'un programme de mentorat qui rend le mentorat accessible à tout le monde va démocratiser. Ça encourage une culture de collégialité et d'entraide parce que c'est valorisant d'aider quelqu'un. Alors là, on a le goût d'aider pas juste son mentoré, mais d'autres. Et ça protège la santé mentale parce que un phénomène qui est très, très courant aujourd'hui, c'est l'isolation, un sentiment d'isolation au travail. On peut travailler dans une salle avec 30 autres personnes. S'il n'y a pas de lien, on se sent isolé. Alors que un mentorat, c'est une relation privilégiée, confidentielle, où on peut poser ses questions. On n'a plus besoin de s'attaquer à ses problèmes tout seul dans son coin. Le mentorat inclusif a des bénéfices supplémentaires dans le sens où ça rend les organisations plus dynamiques et productives, ça rend le recrutement moins onéreux, ça attire le fait qu'on sait. Ici au Québec, c'est une société ouverte qui a quand même toujours des problèmes de racisme. Et puis, les personnes immigrantes, ils n'appliquent pas à certaines entreprises parce qu'ils ont passé le mot que ce n'est pas un environnement inclusif. C'est pas oui, vraiment bien pour ces entreprises-là parce qu'ils n'ont pas accès à tous les talents. exact. Le mentorat inclusif, ça privilégie la rétention. Ça rend le milieu de travail plus convivial, plus énergisant, plus productif, plus créatif, plus innovateur. Si moi, j'ai des personnes sur mon équipe qui viennent de 5 continents, c'est clair qu'on va avoir plus d'idées que si j'ai des personnes qui viennent juste de la province du Québec. On le voit encore et encore.
Ça permet de développer un personnel diversifié pour servir une clientèle diversifiée. Ici au Canada, on est de plus en plus diversifié en termes Mhm. d'immigration. Et ça développe la visibilité et le leadership de l'entreprise. Tu l'as évoqué, Sana, tant au niveau des investisseurs qu'au niveau de la société en général. Exact. Des entreprises qui ont cette réputation, euh, bon, ils sont plus attrayants. Et puis aussi, leurs ambassadeurs, parce que les personnels, ce sont des ambassadeurs, sont des bons ambassadeurs, quoi. Oui. Voilà. Mhm. Donc, c'est ce que j'ai à vous partager en ce qui concerne les bénéfices pour les organisations ainsi que pour les individus. Très bien, merci beaucoup, Jennifer. C'était très, très, très enrichissant. Tu m'as amené beaucoup de réflexions en même temps de voir le contexte. Si je compare, c'est sûr, on n'a pas le même environnement, pas le même contexte ici au Québec, au Canada, comme par exemple en Tunisie et au Maghreb. C'est une nouvelle notion, une nouvelle façon de le faire qu'on veut vraiment montrer ou présenter aux entreprises, organisations tunisiennes, maghrébines. Donc, en regardant un petit peu la différence culturelle, le changement. Donc, surtout en Tunisie, le pays passe par une période de changement politique, social, comme un grand changement, une grande période de changement. Comment on peut amener, juste pour discuter avec toi, comment on peut amener le mentorat dans ces circonstances-là? Comment on peut les encourager de d'utiliser le mentorat, de voir l'autre bout du développement qu'il peut avoir. Donc, c'est un autre type que juste le coaching et le consulting. Donc, comment on peut voir ça? Quels conseils qu'on peut donner aux entreprises pour ne pas résister à ces changements-là, d'être ouvert au mentorat? Donc, comme experte, Absolument. je sais que j'étais avec toi dans des discussions avant au niveau de l'accélérateur mentoral, puis comment encourager les entreprises. On en discute dans le comité de pilotage avec toi et tout. Puis ça, j'aimerais voir comment on peut appliquer tout ça dans un autre contexte. Qu'est-ce qu'on Oui, peut partager? oui, absolument. Sana, moi, j'ai une approche très, comment dire, je n'aime pas quand on minimise les obstacles. Je préfère en parler ouvertement. Moi, quand je discute avec les entreprises, les associations, tout ça, je dis quels sont les obstacles. Parlons-en. Hein? Parce qu'il y en a. Et on va trouver des solutions. Et puis, s'il n'y en a pas des solutions, ben, on va faire autre chose. Ce n'est pas la peine de se cacher les yeux. Donc, quels sont les obstacles? Souvent, les obstacles sont, j'ai pas assez de temps, mon personnel n'a pas assez de temps. J'ai parlé, par exemple, à l'Ordre des infirmières du Québec l'autre jour. Donc, on est dans une crise du système de santé ici au Québec. Les Oui. infirmières, donc, ils ont dit 1 heure de mentorat pour nos infirmières, ça peut mettre toute l'équipe à risque de faire du temps supplémentaire involontaire. Ça peut même mettre les clients à risque, les patients à risque, OK? Mhm. Allant de l'extrême. Donc, comment, la solution qu'ils ont trouvée, donc, c'est un réel obstacle. On ne va pas se le minimiser. On ne va pas dire, oh non, 1 heure de mentorat, ça va augmenter votre productivité. Oui, ça va le faire, mais ça ne répond pas à la question. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme solution? C'est qu'ils ont créé des postes de mentors. C'est très inhabituel. Dans leur milieu, ça fonctionne. Donc, il y a certaines personnes, et pour, je ne me souviens plus combien d'heures par semaine, c'est le poste, c'est être mentor. Donc, Mhm. 4 heures par semaine. Et ces heures-là sont protégées, sont prises en compte dans l'emploi du temps de l'équipe. Donc, ils ne vont pas mettre Mhm. l'équipe, oui, à risque. OK? Donc, premier obstacle, il va être est-ce qu'on a assez de temps? OK? Mhm. Deuxième obstacle, c'est la confidentialité de la relation. Donc, souvent, la mentorée, par exemple, elle peut dire, oh, j'ai peur si je dévoile le fait que je suis mal à l'aise à parler en public, par exemple, à mon mentor, est-ce qu'on va me dire, bon, ben dans ce cas-là, parle plus jamais en public, puis tu vas jamais progresser, exemple. Mhm. Mhm. Euh, mais c'est ça. Donc, c'est un autre obstacle.
on contourne, on adresse cet obstacle-là de diverses façons. Donc, il y a souvent une entente mentorale signée par les parties, y inclut l'entreprise, qui dit tout ce qui se dit au sein de la relation mentorale demeure confidentiel. Donc, si moi j'ai un mentor au sein de l'entreprise qui n'était pas mon superviseur, on en a discuté, mon superviseur n'a pas le droit d'aller voir mon mentor en disant, ben, c'est quoi ces enjeux de mon employé? Non, parce qu'il y a une entente tripartite qui protège la confidentialité, par exemple. Un autre obstacle dont on parle parfois, c'est euh, parfois, il y a certaines entreprises qui ont une culture de non-partage de l'information. Je vais les garder Mhm. pour moi, quelqu'un peut prendre mon emploi, quelque chose comme ça. Et ça, c'est une approche qui souvent ne part pas de l'individu, mais qui peut partir des structures de l'entreprise plus générales. Et puis, mais c'est très important d'en parler parce que il faut créer une culture où le rendement n'est pas tributaire de combien moi je garde pour moi, mais Mhm. plutôt euh, combien j'aide je réalise et j'aide les autres à réaliser. Donc ça, on le voit souvent dans le milieu académique où le temps que peut passer un professeur à aider un collègue n'est pas du tout reconnu dans sa Ouais. recherche pour la permanence et tout ça. Les universités sont en train de le changer pour reconnaître dans les critères de permanence l'accompagnement envers les étudiants et envers les collègues. Et il y a des façons aussi que les entreprises ont trouvé à en faire autant. Bien. Très bien, tu as touché trois points que ça représente une partie de la communauté de la culture professionnelle. Puis je trouve très important qu'on l'a abordé. Merci pour tes réponses. Mm. Donc, on va, je sais pas si, je pense pas que je vois pas qu'il y a des questions dans le chat. Euh, donc, si on n'a pas de questions des personnes, on peut, comme j'ai dit, ceux qui nous écoutent en peu de diffusion, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. N'hésitez pas aussi, si vous voulez, vous avez une question en particulier avec votre contexte de travail aussi, vous avez besoin d'un conseil sur comment ça peut être faisable pour mon contexte, pour mon entreprise. Ça aussi, on peut vous en parler. Donc, on vous remercie pour votre présence. Merci beaucoup, Jennifer, pour la co-animation de ce webinaire. Je te remercie pour ta présence, pour ton engagement envers le mentorat, pour ta passion envers l'inclusion. Moi, tu sais, quand Oui. j'aime beaucoup travailler avec des personnes qui partagent avec moi les mêmes valeurs, puis j'apprécie ta collaboration. Donc, pour ça, on va clore le webinaire. Donc, on va leur dire au revoir, puis à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup.